passer la parole à Gérard. Non, mais, moi, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis d'accord avec Bernard. Donc, le courant auquel j'appartiens, c'est aujourd'hui, pour dire un mot à ceux qui ne connaissent pas, la gauche démocratique et sociale, il existe structuré autour d'une revue depuis 27 ans. Et auparavant, il est né en partie dans la Ligue communiste révolutionnaire. Cette revue a toujours défendu ça. Chez la gauche, nous avons toujours défendu la protection sociale, les cotisations. Nous avons toujours été opposés à la CSG. Dès 89, quand Rocard l'a fait, parce que c'était Rocard. Et avec les arguments que tu donnes également. Donc, de ce point de vue, que les choses soient claires, on a dû publier des livres, des dizaines d'articles, de revues, de brochures, pour développer tout ça. Et je vois maintenant qu'il y a Flores autour de ces idées, mais je dois être clair avec la camarade. Quand elle dit, bon, en ce moment, il faut faire comme ça parce que le salaire... Oui, mais moi, je suis pour le SMIC pour tout le monde. Mais non, mais il faut m'écouter parce que je suis pour que tout le monde ait un emploi et que le travail soit partagé et qu'on envisage 32 heures, un jour 28 heures, un jour 24 heures et un jour 18 heures. Je refuse et combats des idées qui disent la numérisation va supprimer 8 000, je ne sais plus combien ils disent, 800 millions d'emplois, c'est une connerie majeure. Nous avons vécu la machinisation, l'automatisation, l'informatisation, et on vivra la numérisation en créant plus d'emplois. Le chantage à la disparition d'emplois pour faire un chantage au chômage obligatoire et à la suppression du salaire, je le refuse. Et je me bats. Mais c'est moi qui ai le micro, donc je le développe. Ah non, mais non. Et je me bats pour qu'on partage le travail. Et je me bats pour qu'on augmente les salaires. Et je pense que c'est la meilleure façon de redistribution des richesses. Je n'en connais pas d'autres parce qu'il est basé sur un possible rapport de force que les syndicats, s'ils s'unissent, s'ils demandent l'augmentation de salaire, s'ils demandent la baisse de la durée du travail, finiront par obtenir et imposer au capital. Je suis le plus jaurétien, traditionnel, séculaire, décennie, tout ce que vous voulez, et je n'ai pas l'intention de changer de position, et je ne crois pas que le groupe auquel j'appartiens ait l'intention de le faire. Alors, donc on ne veut pas des sous-revenus, j'étais contre le RMI de Rocard. On ne veut pas des sous-revenus, on veut du boulot. On ne veut pas une aumône, on veut du salaire. On ne veut pas des primes, on veut le paiement de notre travail. Et on pense qu'on est mal payé, qu'ils en ont pris trop, et on veut leur reprendre. C'est assez, je ne sais pas comment je peux le dire, mais c'est assez carré. C'est assez carré. Alors, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je veux qu'on leur reprenne avec du salaire net pour vivre au moins le mois, et avec du salaire brut et super brut pour vivre toute la vie. Et je veux qu'on augmente le brut et le super brut, parce que je trouve que maintenant, ils ne font pas face à des questions comme la dépendance, ou ça ne fait pas face à l'allocation d'études pour les jeunes. Donc je suis pour compléter, en plus, dans ce sens-là, le système que nous avons, et je pense que c'est en redonnant les forces au salariat, en diminuant le chômage, et en partageant les richesses, qu'on donnera au salariat suffisamment de force pour s'imposer comme leader de la société nouvelle. Je ne sais pas si c'est dans 350 ans, j'en ai 74, alors moi, je voudrais que ça soit demain à 8h30. Je suis pressé, mais je vais dire quelque chose sur la société nouvelle. Je n'en aurai jamais aucune. J'en ai des tas d'idées, des tas de propositions à faire, mais ça n'est pas important que nous en ayons. C'est parce que ça sera fait collectivement. Le socialisme, c'est la première fois que les sociétés humaines se donnent les moyens collectifs de diriger leur propre devenir, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Et donc, ça n'est pas... nous finaliserons pas ce qu'il y aura dans 350 ans. Par contre, je peux finaliser ce qu'il y a demain matin à 8h30. C'est-à-dire que j'augmente le salaire minimum tout de suite, que je réduis la durée du travail tout de suite, et qu'il y a des formations et des embauches tout de suite, et que de cette façon-là, on en revient à la retraite à 60 ans tout de suite, et qu'on va partager effectivement les richesses dans les entreprises, parce que
suis d'accord avec toi, c'est lié à la production. Et moi je vais dire, parce que les gens, souvent, pas dans cette salle, ont un peu une bouillie donnée par les informations sur les entreprises. Moi je me suis aucune inquiétude avec le cabaretier, le boulanger, le plombier, c'est pas ça le problème des entreprises. Le problème des entreprises, en fond, c'est qu'il y en a 1000 qui font la moitié du produit intérieur brut. Je voudrais que ce chiffre-là soit le plus entendu possible. 1000 font 50% de la production. Laissons tomber tous les autres, s'il vous plaît, pendant un certain temps, et attachons-nous à ces 1000. Parce que c'est à ces 1000-là qu'il faut imposer du droit du travail et un cadre de production qui permette qu'ils soient absolument soumis à la volonté des citoyens du pays et de la distribution des richesses que nous voulons. Je vais vous en donner, moi, du point de vue juridique. Vous régulez la sous-traitance. Tout sous-traitant est aligné le temps de sa mission sur la convention collective du donneur d'ordre. C'est une vraie révolution. Bien entendu. Bien entendu. Ça existe pour le CDD, ça existe pour l'intérim. Faites-le pour l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice doit le faire. C'est-à-dire que la sous-traitance ne peut pas être une sous-traitance de main-d'œuvre. Elle doit être une sous-traitance technologique, technique, quand il y a nécessité, mais pas pour avoir des salariés moins chers, parce qu'on croit que les salariés qui sont dans l'entreprise sous-traitante, ils soient payés comme ceux de l'entreprise. Voilà. Et je ne suis pas un aventurier quand je dis ça. Je vous signale qu'en Californie, des mesures ont été prises. La Californie, pour empêcher la sous-traitance en cascade et empêcher que les grandes entreprises, c'était le cas de McDonald's, puissent avoir des franchisés qui ne gagnaient pas autant que la maison mère. Et je vous dis que quand je touche à la question de la sous-traitance, j'y touche de 3 ou 4 façons. D'abord, la première, c'est qu'il n'y ait qu'un seul niveau de sous-traitance. Je ne sais pas si vous voyez, regardez n'importe quel panneau de chantier dans le bâtiment, et il y a à peu près 1 400 000 ouvriers du bâtiment, dont la sort est immédiatement transformée, un seul niveau de sous-traitance. Vous me direz, c'est impossible. Non, en Allemagne, il y a un seul niveau de sous-traitance. Et oui, l'intérim est interdit dans le bâtiment. Et oui. Et donc, il y a des choses... Nous avons un patronat, c'est le plus rapace et le plus incompétent de la Terre. Donc, il y a quelque chose de faire particulièrement avec le patronat français. Et en matière de sous-traitance, si vous faites que c'est le donneur d'ordre qui est responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, le donneur d'ordre responsable financièrement, juridiquement, pénalement, de tout ce qui se passe sous ses ordres, vous avez aussi changé une deuxième chose fondamentale. Et si vous permettez que les unités économiques et sociales, comme on dit, soient reconnues facilement par l'inspecteur du travail, et bien vous aurez l'inspecteur du siège de McDonald's à Paris qui, pour la première fois, pourra imposer un comité central d'entreprise, même à la sauce Macron, parce que nous n'avons pas été foutus capables dans ce pays d'avoir un comité central d'entreprise à McDonald's. Je ne vous parle pas de Google, je ne vous parle même pas des GAFAD et tout ça. Il n'y a pas eu la volonté de le faire. Et donc, si vous organisez le système de production en forçant les 1000 entreprises, non pas à se décharger, parce que le jour où je suis en Mali en face du patron de Veolia, là, comment ça s'appelle, Frérot, ou je ne sais plus quoi, là, il y a 2 ans, voilà, le gars il me dit, mais moi, à Veolia, j'ai 11 000 entreprises sous-traitantes. Ben, je dis, voilà, le problème c'est simple, vous allez gérer les 11 000 entreprises, les 150 000 salariés qu'il y a dedans, et vous allez leur appliquer des règles qui soient celles de droit du travail. Le droit du travail doit être constitutif du droit de la concurrence. Écoutez-moi bien sur cette phrase, c'est la clé pour la révolution socialiste mondiale. Le droit du travail doit être constitutif du droit de la concurrence. Et si vous faites ça, vous avez changé les capacités, le contexte productif pour les 1000 entreprises, et ça marche avec le reste de vos propositions. C'est-à-dire que vous pouvez partager le travail, vous pouvez augmenter les cotisations sociales, parce que vous touchez à ce moment-là, non pas aux petits boulangers, etc., vous touchez aux 1000 qui ont les 600 milliards dans les produits fiscaux, dans les paradis fiscaux. Et si vous touchez aux 1000 et que vous mettez du droit pour les entreprises sous-traitantes, c'est-à-dire, en gros, il y a 1 200 000 entreprises en France. Vous en avez 1 100 000 de moins de 11. Vous en avez 200 000 qui sont entre les 11 et les 1000. Vous me suivez? Pas trop compliqué là-dedans? Parce que les 200 000 en question, la moitié sont sous-traitantes, elles ne sont pas indépendantes. Donc, si vous voulez faire passer le petit patronat de votre côté, et si vous voulez faire passer les sous-traitants de votre côté, ayez cette politique frontale pour organiser le travail et la production par rapport aux grandes 1000 entreprises.
Voilà. Et vous me direz, elles ne parleront pas, c'est du pipeau. Elles ont besoin de vendre, elles ont besoin de produire, elles ont des cadres, elles ont des gens sur place. Je suis économiste aussi, et je sais que ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Et donc, en conséquence, il faut que l'appareil d'État, le gouvernement, se donne les moyens de faire ce changement, qui n'est pas une nationalisation, qui est un moyen de créer les conditions dans la société de transition que nous voulons. Moi aussi, je suis comme Jaurès pour un programme immédiat et un programme à venir. Je l'ai appelé le programme de transition depuis une cinquantaine d'années dans ma tête, parce que ça permet bien de comprendre comment on passe d'un système à un autre en développant les pouvoirs du salariat et en faisant que le partage du travail, l'augmentation du salaire, le développement des cotisations sociales, l'augmentation du budget pour la protection sociale se développe au point tel que nous pouvons un jour penser cueillir les 1000 capitalistes dans leur lit le matin en leur disant maintenant c'est fini. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas faire ça. Et donc j'insiste parce que moi, je suis, quand on me dit salaire à vie, je dis mais les gens ont un salaire. Excusez-moi, avec la retraite, ils ont un salaire. Je veux qu'ils aient tous un salaire pour ceux qui n'en ont pas. Après, on me dit un revenu de base, mais je ne veux pas un revenu inférieur à ceux qui travaillent, et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui ont un revenu sans travailler et d'autres en travaillant. Pourquoi y en a-t-il des exploités et d'autres qui ne le sauraient pas? Par conséquent, je veux pas une société à 2 vitesses. Je veux imposer au patronat une société à une seule vitesse. Et un SMIC pour tout le monde. Parce que toutes les idées alternatives sont un renoncement à imposer au patronat le changement. C'est un renoncement à changer les rapports de production. C'est un renoncement à la redistribution des richesses. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour le revenu universel de mon ami Hamon, que j'ai combattu dès la première minute où il a trouvé cela. Et c'est pour ça que je ne conçois ce qu'il y a de remplacement comme des placebos en attendant que tout le monde ait un boulot et tout le monde ait un SMIC. Voilà. Merci Gérard. Je crois que Pierre avait